Regardez à 24 News, c'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite, les titres. Le Maroc aurait vendu son âme à l'entité sioniste. Ce sont là les mots de l'ambassadeur sahraoui et représentant permanent adjoint de la RASD auprès de l'Union africaine, Maël Aynin Lekhal. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis on restera au Maroc pour parler de la sécheresse qui fait rage. Après 6 années arides, le pays fait face aujourd'hui à une sérieuse menace qui touche le secteur agricole. Attaque contre les casques bleus des Nations Unies en République démocratique du Congo. La chef de la MONUSCO dénonce et rappelle que les violences contre le personnel de l'ONU peuvent constituer un crime de guerre. Et enfin, tombée de rideau ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations avec une affiche historique. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, affronte un sérieux client, le Nigeria. Le suspense est à son comble. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce dimanche les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Mexique, d'Italie et de Serbie auprès de l'Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf. بيتكوفيتش سفيرة جمهورية صربيا. Mr. President. Señor presidente, tengo el honor de presentar las cartas credenciales que me acreditan. L'ambassadeur sahraoui, représentant permanent adjoint de la RASD auprès de l'Union africaine, Maël Aynin Lekhal, a accusé le régime marocain de vendre son âme à l'entité sioniste. Dans une interview à la radio Africa FM, Maël Aynin Lekhal a déclaré que l'abandon par le Merzen d'une partie de sa souveraineté à l'entité sioniste en échange d'un soutien à son occupation du Sahara occidental ne mènerait qu'à un échec lamentable. فقد حتى سيادته الاقتصادية والسياسية بسبب إصراره على استمرار في احتلال. Le Maroc a même perdu sa souveraineté économique et politique en raison de son insistance à continuer d'occuper le Sahara occidental. Le Maroc a tout vendu à Israël, à titre d'exemple. Avant cela, il a tout vendu à la France, jusqu'à ce que la France l'a abandonné. Le régime du Merzen est devenu incapable de se protéger et il cherche la protection chez Israël. Je pense que la guerre sur Gaza a démontré que son refuge auprès d'Israël a été vain. Selon Maël Aynin Lekhal, le régime marocain est une gangrène pour la région. Des forces obscures obligent le Maroc à continuer de coloniser les terres sahraouies. Le régime marocain est un cancer et on ne parle pas du peuple marocain. À cause de ce cancer, cette région est actuellement moins présente à l'intérieur de l'Union africaine. Il faut qu'on soit clair, ce n'est pas seulement le Maroc qui occupe le Sahara occidental. Oui, peut-être d'une manière directe, il y a des forces qui se cachaient derrière le Maroc et lui imposent le rôle du pion et l'encouragent à poursuivre la colonisation. Le Sahara occidental est la première victime d'agendas internationaux plus grands. Au Maroc, justement, la sécheresse fait rage dans le secteur agricole. Le pays se dirige vers une 6e année d'aridité de suite, au point de faire peser une menace sérieuse sur la saison agricole. Je vous propose de suivre ce récit de Naila Aït Hamouda. Sans eau, il cultive ses cultures.
En raison de la faible quantité de précipitations, Abdelrahim Mohamed n'a aucune chance de préserver sa production cette année. La récolte de ses 20 hectares est déjà perdue. Après 6 années consécutives de sécheresse, le Maroc entre dans une phase critique. Nous utilisons ce bassin pour collecter le peu d'eau salée du puits pour l'arrosage des arbres et autres petites cultures. Avant, nous l'utilisions pour l'irrigation des terres comme la monte et autres. L'augmentation du taux de salinité a tué nos arbres. Aujourd'hui, nous l'utilisons juste pour sauver ce qui reste. Quelques années auparavant, il pleuvait très fort au début de l'année. Aujourd'hui, on souffre de la sécheresse. À quelques kilomètres de là se trouve Hamid Nejm, un autre agriculteur confronté à la même situation. Ses 52 hectares de blé tendre et d'orge sont désormais inexploitables. Nous n'avons pas de source pour l'eau. L'eau souterraine se fait très rare. Les barrages sont presque vides. L'agriculteur ne peut rien faire face à cette crise. Malgré les nouveaux puits et les stations d'irrigation qui permettent d'irriguer les cultures, les sécheresses persistent même à 120 mètres de profondeur. L'eau n'est plus disponible en quantité suffisante. Avec les années successives de sécheresse, le problème hydrique sur le bassin méditerranéen s'est développé beaucoup et il faut trouver des solutions encore meilleures puisque la nappe phréatique descend donc c'était à 80, maintenant il est en pompe à 120. Le pays est touché de plein fouet par le réchauffement climatique. Depuis début janvier, les précipitations ont diminué de 44% par rapport à début 2023. Les réservoirs d'eau ne sont actuellement remplis qu'à 23%. Contre 32 à la même période de l'année dernière. Cette situation jugée dangereuse impacte considérablement l'agriculture. Un secteur crucial pour l'économie du Maroc où l'agriculture emploie un tiers de la population et représente 14% des exportations. Économie, le directeur exécutif du conseil d'administration de la Banque mondiale a souligné samedi l'engagement de son institution à continuer à soutenir la Tunisie dans la réalisation de ses projets. Et lors d'une rencontre tenue avec la ministre tunisienne des Finances, Siham Namsiya, elle a d'ailleurs indiqué que la Tunisie s'emploie à améliorer ses équilibres budgétaires ainsi que sa situation économique et à mettre en œuvre les réformes conformément, je cite, aux orientations nationales. Selon Siham Namsiya, ces réformes tunisiennes ont pour objectif de rétablir la stabilité économique et financière, booster l'investissement et consacrer le rôle social de l'État. La crise au Sénégal ne cesse de s'amplifier. Une nouvelle victime est à déplorer, portant à 3 le nombre de tués dans le pays depuis le début de la contestation liée au report surprise de l'élection présidentielle. Le jeune homme de 16 ans est mort samedi soir des suites de ses blessures à l'hôpital régional de Ziguinchor, où des affrontements entre groupes de jeunes et forces de sécurité se poursuivent. On en parlait tout à l'heure en titre, la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, annonçait samedi les attaques contre des membres du personnel de la mission dans la capitale Kinshasa suite à une protestation contre le silence de la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ces derniers jours, plusieurs manifestations ont été convoquées par les jeunes habitants de Kinshasa pour protester contre la nonchalance de la communauté internationale face à l'agression de la rébellion du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Trois militaires émiratis et un officier bahreïnien ont été tués lors d'une attaque en Somalie où ils effectuaient une mission de formation de l'armée somalienne. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a fait savoir dans un communiqué que les militaires avaient été exposés à un acte terroriste alors qu'ils effectuaient leur tâche de formation dans le cadre d'un accord de coopération militaire. 2 autres soldats ont été blessés selon la même source.
Au Cameroun, le 11 février, comme de coutume depuis 58 ans, est dédié à la jeunesse. Samedi soir, le président Paul Biya a délivré son traditionnel message à ses jeunes compatriotes. Son message, attendu chaque année, a pris une tournure particulière en soulignant les enjeux cruciaux tels que l'émigration, les difficultés économiques et la fierté nationale. Je vous propose de l'écouter. En plus du recrutement chaque année d'un nombre significatif de jeunes dans la fonction publique, l'État multiplie les initiatives visant à stimuler la création d'emplois dans le secteur privé et à encourager l'auto-emploi. Je ne le dirai jamais assez, l'auto-emploi constitue l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle face à l'impossibilité pour l'État et le secteur privé d'absorber le volume sans cesse croissant de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. La récente augmentation des prix des carburants à la pompe et ses répercussions sur le pouvoir d'achat préoccupent des millions de Camerounais. Le président Paul Biya a tenu à rassurer que des efforts ont été faits dans ce sens. Je sais que, comme vos parents, vous êtes préoccupés par la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Vous êtes également sans doute inquiets des répercussions qu'elle pourrait avoir sur vos conditions de vie. Je tiens à vous assurer que les efforts nécessaires ont été faits pour maintenir dans des proportions raisonnables ce réajustement. Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, j'ai également donné des instructions pour geler les prix du gaz domestique et du pétrole lampant. Restez avec nous, on va parler football juste après ce jingle. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 touche à sa fin. Ce soir, la Côte d'Ivoire va tenter de remporter la compétition qu'elle organise face au Nigeria. Cette compétition complètement folle va donc baisser le rideau après un mois d'émotions fortes pour tout un continent. Le suspense est à son comble. Qui des éléphants ou des Super Eagles seront sur le toit de l'Afrique? La réponse ce soir à partir de 20h, heure ivoirienne, et 21h, heure algérienne. On a là demain une belle opportunité pour déjà pour garder la coupe à la maison. Parce qu'on sait que c'est très difficile quand vous organisez une CAN de remporter la compétition. Donc nous demain on sera à 90 minutes de faire cet exploit-là et par la même occasion de rajouter une 3e étoile sur le maillot orange de la Côte d'Ivoire. Donc on se prépare, on va se préparer encore aujourd'hui pour faire cet exploit-là. Nos joueurs savent ou doivent savoir qu'il faut prendre cette opportunité. Ce n'est pas facile de gagner la CAN. J'ai parlé avec eux et ils doivent se mettre dans la tête qu'il n'est pas facile de remporter la CAN. Si tu as cette opportunité, tu dois la prendre. Ils sont heureux parce qu'ils sont en finale, mais il faut gagner. Il faut se battre à 100% et prendre cette opportunité contre une bonne équipe. Bien sûr, gros match chez eux. Mais c'est une opportunité et personne ne sait quand une autre opportunité se présentera.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Restez branchés.